L'échec scolaire est une erreur de casting pouvant faire perdre à un jeune les meilleures années de sa vie. Cette définition est de Philippe Bouvard, journaliste et humoriste français. On acceptera néanmoins cette plus large définition qui met dans l'échec scolaire les difficultés pour un enfant à comprendre ses cours. Des difficultés qui peuvent aboutir à une sortie du système éducatif sans diplôme ni qualification. Affaires de femmes analyse aujourd'hui les principales causes de l'échec scolaire et s'interroge aussi sur les solutions à apporter à ce problème. Pour d'autres enfants, apprendre à l'école n'est pas un problème, bien au contraire. Ils cumulent plusieurs connaissances à une vitesse extraordinaire. Nous poserons 3 questions à nos invités sur les surdoués, ces enfants précoces. Pour commencer, je vous propose de faire un petit tour à l'école avec ce reportage sur les difficultés scolaires que peuvent rencontrer nos enfants. L'échec scolaire est un phénomène qui est rarement provoqué par une seule cause. Au nombre de ces causes, nous avons les difficultés propres à l'élève. Les causes qui sont liées à l'élève lui-même, on peut les appeler les causes cognitives. L'enfant peut avoir des difficultés de mémorisation ou de mémoire à moyen, long ou court terme. Et comme l'enfant ne mémorise pas, ou a des difficultés pour mémoriser, ça peut entraîner des difficultés scolaires. La difficulté scolaire peut avoir plusieurs facteurs. C'est vrai qu'on a parlé des causes liées aux fonctions cognitives, mais l'environnement aussi peut jouer. On sait tous que l'environnement social, familial peut jouer sur l'échec scolaire de l'enfant. Si l'enfant, effectivement, a des difficultés, ça doit être le premier signe d'alerte pour pouvoir consulter un spécialiste. Chaque élève est un cas particulier et son niveau académique peut être déterminé par de multiples facteurs, à son environnement, à son milieu d'évolution. Simone Manzan, vous êtes notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue. Oui. Merci d'être avec nous. Odile Nieba, vous êtes professeure de lycée. De lycée. De lycéen. Oui. Et parents d'élèves. Ça, vous teniez à le dire. Oui, Parents d'élèves, effectivement. Les spécialistes évoquent 2 causes principales pour expliquer l'échec scolaire. La cause de dysfonctionnement psychologique et les causes morales. Nous allons nous intéresser à la première cause, ce sont les causes de dysfonctionnement psychologique. Comment peut se manifester donc ce dysfonctionnement psychologique d'un enfant par rapport à l'école? D'accord. Le dysfonctionnement psychologique se manifeste à travers la dyslexie, à travers la dysorthographie, à travers la dyscalculie et autres. Comment ça se manifeste? La dyslexie, c'est le trouble de la lecture. L'enfant a du mal à lire. Il ne peut pas formuler les syllabes et autres. Donc, pour construire la phrase, c'est difficile. En tant que parent, vous êtes confronté aussi à un certain nombre de défis. Votre enfant souffre d'un trouble et il est autiste. Autiste, déclaré autiste. Déclaré autiste. Oui, par les spécialistes. Et comment vit-il l'école? Bon, son handicap a commencé étant plus jeune, parce qu'aujourd'hui, il a 12 ans. On pourrait dire qu'il est adolescent. Mais déjà, à 3 ans, il était un peu particulier. Mais on a tenu à le mettre aussi, l'engager dans le cursus scolaire normal. Et à l'école, c'est-à-dire, les premières crises ont commencé à l'école. C'est-à-dire, au milieu de ses amis, il pouvait pousser des cris, un cri strident qui dérangeait en tout cas tous ses amis de classe et tout ça, effrayait même les autres. Et donc, bon, on a mis ça au compte peut-être on peut dire que l'enfant n'arrivait pas peut-être à s'adapter au premier abord. Mais c'était plus compliqué que cela. Pourquoi vous avez pris la décision de le faire entrer dans le système dit normal? Voilà, donc déjà, c'était pas raison. je veux dire que c'est un réflexe normal de tout parent
tout parent qui met son enfant au monde, à un certain âge, je pense à 2 ans, 2 ans et demi, parce que c'est devenu, ils sont plus jeunes quand ils entrent à l'école. Et c'est normal que l'enfant fréquente une école normale. Malgré les difficultés que vous aviez observées. Voilà, observer, mais bon, selon le regard du parent que voilà, je suis, et je ne pouvais pas imaginer que l'enfant, le trouble était plus profond, voilà, que ce que je voyais. Voilà, donc ce que je voyais en apparence ne m'empêchait pas d'intégrer l'enfant dans un cursus. Alors, comment un enfant autiste vit sa scolarité, justement? Le fait que votre enfant ne puisse pas intégrer un système scolaire normal. Ce n'est pas facile du tout. Ça, je l'avoue, il faut le dire, c'est pas facile. C'était les premières années. Il faut dire que moi aussi, j'avais des soucis. C'est-à-dire que je me posais plein de questions. C'était peut-être un déni. Voilà, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais pourquoi l'enfant, quand il est né, on m'a dit qu'il a normalement poussé son cri, il a fait toutes les choses comme les enfants de son âge. Et subitement, je me retrouve avec un enfant qui ne s'adapte pas, qui ne réagit pas comme les enfants normaux. Et donc, c'est véritablement pas facile. Mais vu que c'est mon enfant, et il me revenait la lourde charge de prendre mes responsabilités et puis chercher les voies et moyens pour le faire sortir de la situation. Il vous arrive de recevoir des parents d'enfants souffrant de ces troubles-là, comme madame? Comment les mamans arrivent? Dans quel état d'esprit elles arrivent? Et comment elles vivent cette situation d'échec de leurs enfants? Il faut dire que les mamans arrivent toutes déboussolées, hein, parce que c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile de mettre au monde son enfant et se rendre compte que mon enfant est différent de l'enfant de la voisine. L'enfant de la voisine, entre guillemets, est normal et moi, mon enfant a un handicap. C'est un peu c'est difficile. Et de prime abord, nous, on essaie de remonter la maman, faire comprendre à la maman que ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas... ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute si... C'est une fatalité si cette situation apparaît. Ce n'est pas une fatalité. Donc, qu'elle ne s'apitoie pas sur son sort. Il faudrait simplement qu'elle parvienne à accepter, à comprendre que, certes, c'est mon enfant qui a ça, mais si elle accepte la situation de son enfant, elle pourra mieux aider l'enfant. Et il faudrait qu'elle sache aussi que, quel que soit le handicap de l'enfant, il peut sortir quelque chose de bon de l'enfant. Il faudrait qu'elle parvienne à retenir cela. Quel que soit l'handicap de l'enfant, quelque chose de bon peut sortir de ton enfant. Quelque chose de bon peut sortir. Autre cas, l'enfant peut être en bonne santé psychologique, mais néanmoins souffre sur le plan moral. On retrouve dans les causes morales le manque de motivation intrinsèque, mais aussi extrinsèque, par exemple. La motivation intrinsèque, c'est cette motivation qui va provenir de l'enfant lui-même, qui va permettre à l'enfant d'adhérer à la chose, d'adhérer à l'apprentissage. Et la motivation extrinsèque, c'est cette motivation qui va provenir donc du milieu familial, du milieu scolaire, un peu du milieu social en général. Est-ce que la peur de l'échec fait partie des causes morales? Oui. La peur de l'échec fait partie parce que l'enfant, il veut toujours parvenir au meilleur. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un en dessous qui puisse le booster. S'il n'y a personne pour me dire tu es capable, ou du moins parce que j'ai fait une petite erreur ou bien j'ai eu une mauvaise note, maman me dit carrément tu n'y parviendras pas, tu n'y arriveras pas, quelle que soit la note que l'enfant ramène de l'école, il faudrait que le parent soit satisfait, même quand c'est négatif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis notée sur 10, aujourd'hui je viens avec 4. Quand je viens avec 4 sur 10, maman ou papa doit être capable de me dire que tu peux y parvenir, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais demain, ça va marcher. Mais bon, toi, malgré tout ce que je fais, tu reviens toujours à des mauvaises notes, malgré tout ce que je fais, l'enfant se dit, mais donc, tout ce que j'ai dû comme capacité, comme investissement intellectuel dans mon parcours scolaire, maman ne reconnaît pas, papa ne reconnaît pas. Donc,
je préfère ne rien faire. Je préfère ne rien faire. Quelle est la part de responsabilité, justement, des mamans dans cet état de fait? Les mamans sont autant responsables que les acteurs éducatifs, mais encore plus parce que l'enfant a besoin d'être assuré à la maison. Il a besoin de beaucoup de patience. Et si je peux revenir sur le cas de l'enfant, parce que tout cela participe à l'échec scolaire. Si l'enfant n'a pas un leader, il n'a pas un leader pour le motiver, il n'a que le parent aussi pour le faire. Mais si la mère que je suis balaie du réveil de la main, tous ses efforts, comme on appelle, toutes ses capacités à s'investir dans ce qu'on appelle l'apprentissage, et il va de soi que l'enfant se décourage, et il n'y a plus de motivation. Et dans le cas de figure, mon enfant, lui, il est un peu plus frêle, il a toujours besoin qu'on le rassure parce que c'est celui-là qui vient toujours auprès de moi. Maman, je peux te faire un bisou, maman, est-ce que je peux te cajoler, est-ce que je peux me coucher près de toi? Et je sais déjà qu'il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré. C'est pas toujours que je suis patiente, mais je suis consciente de cela. Le sujet vous intéresse, vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux en utilisant le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2, femmes, pour échanger avec nous. Laissez vos commentaires, nous parlons de l'échec scolaire. Alors, nous avons présenté les dysfonctionnements psychologiques comme une des causes de l'échec scolaire. Vers qui se tourner justement quand son enfant est dyslexique ou présente une phobie scolaire? Dans ce cas de figure, il faudrait orienter les enfants vers des spécialistes pour mieux suivre les différents cas. Il peut y avoir des psychologues, des orthophonistes et autres. Et ça, c'est important de le faire? C'est très important de le faire. Là-bas, on pourra déceler véritablement, de façon approfondie, et on pourra trouver des solutions aux problèmes de l'enfant. Comment redonner le goût à son enfant pour l'apprentissage scolaire, justement? Oui, donc, pour la parente d'élève que je suis, à la maison, il faut d'abord rassurer l'enfant, il faut le suivre dans son travail scolaire, c'est-à-dire visiter souvent les cahiers et faire réviser. Il faut réviser avec l'enfant, lui montrer que vous êtes au cœur de son apprentissage. L'encouragement, c'est le premier élément. L'encouragement, c'est l'enfant vers ses parce que lorsque l'enfant ne possibilités. Lorsque l'enfant ne se sent pas encouragé, l'enfant fait un repli sur soi. Il faut aussi souligner que, étant petit, quand l'enfant va à l'école pour papa, l'enfant va à l'école pour maman. Très souvent, les enfants emmènent leurs parents. Souvent, ils disent « Maman, tu viens me chercher. Je ne veux plus que la nounou vienne me chercher. Aujourd'hui, tu viens me chercher. » Juste pour montrer à son camarade que ma maman s'intéresse à moi. Ma maman s'intéresse à mes cours. Tu vois, dès que la maman arrive, l'enfant dira « Ma maman est venue me chercher. » L'enfant va dire à son « Ma maman est venue me chercher. » Ou bien « Mon papa est venu me chercher. » Et ça fait une différence dans sa motivation. Mon papa s'intéresse à ce que je fais. Donc, l'enfant s'investit plus. Si j'ai 10, papa va venir me chercher. Si j'ai tant. C'est des petits trucs qu'on doit essayer de coller, colmater pour pouvoir... Vous êtes d'accord avec ça? Oui, j'apprends beaucoup. Ça vous parle? J'apprends beaucoup. C'est vrai qu'on le fait sans savoir que c'est important. Voilà, ce sont des réflexes. Accompagner l'enfant de temps en temps. Moi, je prends plaisir aussi à les déposer quand j'ai pas cours par moment. Je ne savais pas que ça participait véritablement, et donc je suis en train d'apprendre. Je suis d'accord avec. Excellent, merci. Et quand aucune de ces solutions envisagées ne marche vraiment, ne faut-il pas s'interroger sur la qualité du système éducatif? Direz-vous que le système éducatif actuel ne correspond pas à nos besoins? Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui aussi. Je dirais qu'il faut toujours adapter, il faut toujours chercher le meilleur, parce que les méthodes pédagogiques changent au fur et à mesure. On a des méthodes canadiennes, on a des méthodes qui viennent d'un peu partout, comme la SPC, l'APC. Avant, c'était, comme on appelle, la PPO. APC, c'est? APC, apprentissage par compétence. Apprentissage par compétence. Voilà. Donc, entre autres, c'est une méthode pédagogique. Qu'est-ce qu'il faut revoir alors dans notre système pédagogique? Je veux dire que changer à répétition, ça peut poser problème aussi. Bon, au niveau de l'enfant, il n'a pas de problème. Ça, c'est plutôt peut-être l'enseignant. Voilà, c'est plutôt l'enseignant. Mais l'enfant, déjà, avec l'effectif,
on a des problèmes avec l'effectif. Donc, il faut déjà revoir, il faut déjà peut-être bâtir, construire encore des établissements pour désengorger. Voilà, il faut désengorger pour qu'il y ait un effectif raisonnable, déjà, pour personnaliser, parce que je sais que la motivation est là. Quand on a reçu une bonne formation, voilà, parce que nous, on sort de l'école qui forme les enseignants, on a reçu la formation donc assez professionnelle. On peut donner le meilleur. Qu'en est-il des relations parents-enseignants? Comment les mener pour aider au mieux la scolarité de son enfant, justement? Et quel rôle particulier peut jouer une maman? Il faudrait que les parents et les enseignants soient, je dirais, complices. Que les parents et les enseignants communiquent. Par moments, on a des cas de figure où, parce que j'ai inscrit mon enfant à l'école, donc je me dis que c'est le maître seul qui a cette capacité ou possibilité de tout mettre dans l'esprit. Tout ce qui est connaissance, c'est lui qui doit intégrer dans l'esprit de mon enfant. Et moi, le parent, je me désengage. Non, passer de temps en temps, échanger avec la maîtresse. Parce qu'il y a certaines, peut-être, difficultés que toi, maman ou papa, tu n'as pas pu déceler parce que tu n'es pas tout le temps là. Tu es parti. La maîtresse, elle peut déceler certaines difficultés. Et donc, en échangeant avec la maîtresse, en communiquant, en étant complice avec la maîtresse, ensemble, on peut déceler des difficultés auxquelles ensemble, on peut trouver des solutions. Mais il ne faudrait pas que parce que la maîtresse a dit l'enfant a telle difficulté, déjà le parent se braque ou bien il ne doit pas avoir un bras de fer entre enseignants et parents. Et vous avez parlé de complicité pour justement arriver à l'objectif. Pour mieux guider l'enfant. Est-ce que justement vous trouvez que c'est un peu trop l'affaire des mamans? C'est une affaire de femmes, l'éducation, c'est toujours la maman qui présente à échanger avec la maîtresse. Vous déplorez ça? Malheureusement, c'est le constat qu'on fait. C'est très souvent maman qui passe à l'école pour prendre les nouvelles, les réalités de l'enfant. Mais il faudrait aussi que papa passe. Parce qu'il faut dire que l'enfant, arrivé à un certain âge, il s'identifie à quelqu'un. Si je m'identifie à papa et que papa ne s'intéresse pas, parce que papa ne s'intéresse pas, l'enfant peut ne plus s'intéresser à l'école. Ou parce que maman ne s'intéresse pas, l'enfant peut ne plus s'intéresser à l'école. Donc, il faudrait que papa et maman, de façon conjointe, puissent s'intéresser au développement de l'enfant et à son apprentissage. Nous continuons de parler d'échecs scolaires. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et commenter, donner vos avis en utilisant le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2 femmes, pour avoir vos commentaires. Accueillons à présent notre fameuse chroniqueuse. C'est la chroniqueuse de notre émission. Elle a toujours un mot à dire sur le sujet du jour. Toujours. Donc pour ma chronique aujourd'hui, j'ai décidé de faire participer tout le monde. Ah. Si tu me le permets. Bien entendu. Je ne sais même pas pourquoi je te pose la question, c'est ma chronique. Donc, on va faire quelque chose de drôle. Comparer l'école d'avant à l'école d'aujourd'hui. Comparer l'école d'avant à l'école d'aujourd'hui. Yes. Commençons par les punitions, Eric. On va commencer par toi. Ah. Est-ce que tu sais ce que c'est les 4 gaillards? Les 4 gaillards? Ouais. Non. Mesdames? Vraiment, j'ai appris, j'ai entendu, mais je n'ai pas suivi cela. Les 4 gaillards, je ne sais pas si ma mémoire est bonne. Je pense que l'enfant, il pose les 2 mains au sol et il lève les pieds. On ne sait pas. En tout cas, si c'est les 4 gaillards, moi, je les ai tapés déjà. Ça, c'est réglé. C'est pas les mêmes. Au moins, c'est réglé. Mais non, ce n'est pas les mêmes. Donc, moi, je connaissais le musée Grévin. Vous vous mettez à côté de la télé, vous faites une pause, comme ça, jusqu'à ce que vos parents vous disent que... C'est bon. C'est bon. Puis, il y avait aussi planter des choux. Donc, vous connaissez tous planter des choux. Choux. Non, vous n'avez jamais planté des choux? Non? D'accord. Punition. OK. Bon, en tout cas, qui se souvient des pieds au mur? Pieds au mur, là. Ça, vous êtes une experte, hein? J'ai vu. Vous faisais des bêtises, beaucoup. Et vous? Ça, oui. On en a connu un peu quand même. OK. Donc, tête en bas, pied contre le mur, 30 minutes, ça vous remet les idées en place. Hein, et en plus, vous voyez la vie du bon côté. Donc, je me souviens de Prosper. C'est qui ça encore? Prosper? Je ne sais pas. Oh, c'est le nom de la chicotte qu'on donnait. Tu sais, on a toujours un petit nom et tout. Le prof, il avait une chicotte et tout, le maître. Donc, on l'appelait Prosper. Et Prosper et moi, on était devenus meilleurs amis. Mon derrière, mon arrière-train. De temps en temps,
Et ouais, Prosper, donc c'était ma chicotte. Mais j'avais trouvé la parade, tu sais, à un moment, je suis un peu intelligente. Donc quand on vous frappe souvent, comme vous et moi, on connaît le truc. Tu faisais quoi? On met plein de vêtements. Oui, 2 jupes, une culotte. Rembourré. On rajoute rembourré. Comme ça, quand Prosper, fou, il tape, eh ben, on sent rien du tout. Oui, tu fais semblant de pleurer, hein, comme ça, ils savent pas, les parents. Mais aujourd'hui, quel instituteur peut s'aventurer à infliger ce type de punition? C'est pas que je regrette les 4 gaillards ou même Prosper, mais certains enfants en auraient bien besoin aujourd'hui, histoire de les remettre sur le droit chemin. Une gifle de bon fonctionnement, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Les punitions d'aujourd'hui, c'est du coton. Franchement, vous trouvez pas? Si. Ok. Bon. 1 heure de colle ici, Sébastien. Océane, tu vas au coin, va réfléchir sur ta bêtise. Les enfants, ils vont réfléchir sur quoi? À réfléchir à faire encore pire. Après, sans se faire attraper, bien sûr. Donc, moi, je pense que c'est une question d'adaptation de l'espèce. Comment tu punis tes filles, toi, Eric? Je les punis pas. Je vais même pas savoir, parce que je sais que toi, tu fais... Dès que tu fais... Ah! Les meufs font... Ah! Je connais, c'est un papa gâteau. Donc, regardez-moi ça. C'est comme ça qu'on punit les enfants de nos jours. Pourquoi? Mais toi, tu lèves la voix et puis elles ont peur. Anyways. Bon, anyway. Parlons du niveau scolaire. Que pensez-vous du niveau scolaire? J'ai l'impression que les écoliers aujourd'hui sont des abrutis. Ils n'ont rien dans la tête. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Vraiment, je me pose des questions. Hein. Parce que nous, à notre époque, c'était un peu différent. Les fautes d'orthographe, c'est une catastrophe. Et leur vocabulaire, ils nous ont inventé une autre langue, un autre dictionnaire. Tu sais la langue qu'ils utilisent pour les textos? MDR, mort de rire. TKT, t'inquiète. Quand je pense que nos parents faisaient des kilomètres, bien sûr, avec la chaussure déchirée, parce que tous nos parents, apparemment, en 1960, les gens nés dans cette période-là, ils n'avaient pas de chaussures. Donc, ils marchaient des kilomètres pour aller à l'école, pour chercher ce précieux savoir. Pour qu'aujourd'hui, eh ben, les lycéens puissent rentrer à la NASA juste comme ça. C'était du lourd à l'époque, ce que nos parents apprenaient. Et nous aussi. Bon, c'est vrai que j'utilise pas le théorème de Thalès ou Pythagore dans mes chroniques, mais ça fait du bien de connaître. Ça fait la discussion, vous trouvez pas? Et pour finir, tu te souviens des balles de fin d'année? Tu sais, on dansait tous comme ça, là. Ouais. Tout. Bah, c'est plus pareil. Quand tu regardes les vidéos aujourd'hui, elles twerk. Donc, sur ce, je vais prendre mes cours de twerk. Merci bien, princesse. Ça fait rire, mais ça fait aussi réfléchir tout de même. Est-ce qu'il faut revenir sur les punitions, comme à l'époque? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je dirais que chaque système a ses avantages et puis ses inconvénients. Les punitions, il faut dire qu'on avait aussi des inconvénients. Il y avait certains élèves qui refusaient même de partir à l'école sous prétexte de cette chicotte et autres. Donc, c'est vrai que certains enfants ont pu réussir grâce à cela, mais d'autres sont carrément sortis du système scolaire. Donc, moi, je me dis que c'est pour ou contre. Mais moi, je préfère qu'on prône plus la communication, l'échange. L'échange parce que c'est pas toujours quand on tape que ça réussit. On a tapé certains enfants qui n'ont pas réussi. Et il faut dire aussi que lorsqu'on violente l'enfant, l'enfant intériorise la violence. Et l'enfant, ce qu'il a intériorisé, c'est ce qu'il fait ressortir. Si la maîtresse me violente trop, je ne peux que violenter mon voisin qui est à côté, mon camarade qui est à côté. On me frappe trop en classe. À 10 heures, tu me provoques, je te tape. Tu me provoques, je te frappe. Donc, c'est ce que l'enfant reçoit qu'il donne. Donc, il faudrait qu'on soit vraiment très, très regardant sur ces genres de choses. Merci pour ces précisions. Ceux-là sont parfois moins difficiles à gérer, mais ont tout autant besoin d'attention parentale, tellement ils vont vite dans leur apprentissage. Il s'agit d'enfants précoces, de surdoués. Je vous poserai pour terminer cette émission 3 questions sur ces petits génies et je vais vous demander de répondre sans réfléchir. Vous êtes prête? Oui. Comment reconnaître un enfant précoce? Par son langage. Sa façon de parler? Par sa facilité d'apprentissage. L'enfant précoce, c'est un enfant qui apprend vite, qui a son développement intellectuel qui est supérieur à ceux de son niveau d'âge. Donc, il est très curieux. Donc il veut beaucoup chercher et il retient vite. Il pose beaucoup de questions. Il pose beaucoup de questions. Et il retient vite.
Pour ou contre une éducation normale pour ses enfants? Pour. Pour. Oui. Pour une éducation normale, parce qu'il ne faudrait pas précipiter les choses. Ce n'est pas parce que l'enfant il retient vite, il apprend vite, qu'on va le mettre dans un autre système. L'enfant doit évoluer, quelle que soit la capacité de rétention, d'apprentissage de l'enfant. L'enfant doit évoluer avec les enfants de sa tranche d'âge. C'est très important. Très important. Alors, faut-il tout dire à un enfant précoce, justement? Je dirais non. Il ne faut pas tout dire à un enfant précoce parce qu'il veut savoir, il est curieux. Mais ce n'est pas tout qu'il doit savoir. Parce qu'en emmagasinant tout, il finira par avoir d'autres soucis à la longue. Je vais apprendre, je vais apprendre, je vais apprendre. Après, il ne pourra même pas terminer son cursus scolaire. Je suis d'avis avec mademoiselle. Il ne faut pas tout dire. Oh, il ne faut pas tout dire. L'enfant, chaque tranche d'âge a ses connaissances et a tout ce qui va avec. Et donc, ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on dit à un enfant. Voilà. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en utilisant notre hashtag Affaires de femmes, Affaires chiffre 2, femmes, et nous parlons d'échec scolaire. L'échec scolaire n'est pas une fatalité. On peut agir sur ses causes. Face aux difficultés scolaires d'un enfant, on l'a compris, les solutions ne se retrouvent pas uniquement dans les brimades ou dans le recours systématique à un répétiteur. Il est important de savoir reconnaître quand un enfant est en échec scolaire afin de l'aider dans son apprentissage. C'est principalement ce à quoi Affaires de femmes a répondu aujourd'hui.